Salut, 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 salut. Et donc voici la suite tant attendue de la chronique inutile, la partie numéro 2 de la chronique inutile sur le rôle de l'art. J'espère que vous allez apprécier. Récemment, j'ai vu un truc, c'était les immigrés qui arrivent sur les plages en Italie gâchent les vacances des gens. Oh mon dieu. Moi j'étais là, oh mon dieu, ça c'est pas de la propagande moderne. Mais soit, j'aimerais vous, donc de ce qui tout s'est passé jusqu'à présent, donc rôle de l'art, il y a eu l'éducation, il y a eu changer les cadres, même changer la société, qui dit changer cadre, changer société. Il y a un truc qu'on n'a pas parlé jusqu'à présent, le rôle de l'art pour le public. On n'a pas parlé du public. Ah, ça. Parce que moi, justement, j'y réfléchissais et je me demandais, enfin, je voulais un peu apporter cette partie-là. Quand tu dis le public, c'est pour le public qui vient le voir, donc par exemple pour voir une pièce de théâtre, ou le consommer d'un point de vue marketing. Je le viens un peu plus en avant, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de le fait de faire de l'art et le rôle de l'art par rapport à ça. À soi-même. Et on n'a pas encore parlé justement de ce que tu viens de dire. Et donc là, pour le coup, c'est les deux et on peut aller dans les deux si tout le monde veut, on voit où ça va. C'est-à-dire, oui, ça peut être consommation, ça peut être... oui, tout comme ça peut être s'émanciper, changer ses cadres. Et donc voilà, public. Mais, on est tous publics. Hein, non, mais moi, en tant que peintre, j'ai constaté qu'il y a... Le public, c'est tout le monde. Et dans ce public, il y a de nouveau quelques personnes qui s'autoproclament, je sais. Et qui... les critiques, les experts. Ouais, et qui experts et qui donnent la ligne et qui créent ce qu'on appelle, moi, dans mon milieu, il y a vraiment un marché de l'art, vraiment qui vise même la rentabilité, l'investissement et tout ça. Ce qui, en tant qu'artiste, j'aimerais bien tomber dans ce milieu-là parce que du coup, j'ai une facilité de vivre et de pouvoir continuer à peindre. Mais néanmoins, c'est pas eux qui savent ce qui est bon. Ça, je l'ai constaté. Ça m'a fait penser... Vraiment. Après, je te le laisse. Ça m'a fait penser dans la peinture, un film très connu, quoi, Les Trois Frères, quand ils parlent du Picasso. Oui, je sais pas si j'ai eu cette image-là d'un coup quand on a parlé de ça. Ouais, et donc, les Intouchables, quand il fait son contemporain. Et quand tu as des foires qui s'adressent à un public général, surtout les foires dites affordable art fair où les prix sont bon marché, ce qui est vendu, c'est bon. Et c'est pas des spécialistes qui viennent acheter, c'est vraiment le public lambda. Le public lambda, quand il retrouve un artiste maintenant avec les réseaux sociaux, c'est assez génial parce qu'ils partagent. Ce qu'ils aiment, c'est bon. C'est des vraies créations qui créent de l'émotion. Mais ça ne va pas toucher le public, je sais. Et écoutez-moi, c'est moi qui sais. Et ça m'a étonnée, ça m'a frappée. Je trouve ça très sympathique parce que ça veut dire que quand même, le public lambda, on n'a pas besoin de lui dire ce qui est bon, il le sait, il le sent. Parce qu'il y a justement un côté émotionnel, il y a un équilibre dans les lumières, dans les couleurs. Et ça n'a pas besoin d'être éduqué. Ça fait partie donc, si je t'entends, de l'œil, tu vois. Un des rôles de l'art alors pour le public, en tout cas pourquoi il aime l'art, c'est justement pour être émerveillé, pour ressentir des émotions et tout ça. Oui, c'est intéressant. Oui, on pourrait parler des experts très longtemps. Mais il y a de bons experts. Il y en a qui viennent que pour... C'est des publics qui viennent que pour recruter, toi. Ils viennent dans des scènes et tout. Ils se portent recruteurs. Ils s'en foutent du reste. Ils viennent que pour recruter, toi. C'est comme si on était des chevals. On nous amenait dans les écuries pour qu'on performe. Mais c'est pas grave. Ça me fait penser à ça. Ouais, au fait, ça crée dans le monde du public, il y a des bulles avec chaque... Alors, il y en a qui ont l'art punk, l'art ceci, l'art machin. Bon. Et puis, tu as le public, je sais. Et eux, pour finir, ils restent entre eux. Et ils ont leurs artistes et ça circule entre eux. C'est là où il y a le plus d'argent. C'est vrai qu'en tant qu'artiste, pourquoi... C'est pas qu'on aime l'argent. Enfin, en tout cas, c'est pas que j'aime l'argent, mais pour moi, c'est indispensable. Et j'aime bien vivre quand même dans un peu de confort. Et oui, je veux dire, l'argent est une bonne chose quand je peux l'utiliser à l'essentiel et
Ça, c'est aussi un long sujet, l'argent. L'argent, c'est marrant parce que l'argent, il y a un autre gars qui vient souvent, Ulysse, et il est venu une fois et on parlait de quoi? C'était quoi l'épisode Koumaré, c'était un documentaire sur, ça peut t'intéresser, c'était un documentaire sur un gars qui veut étudier le phénomène des gourous, et donc du coup ce qu'il fait en fait, je t'en ai parlé, donc c'était dans cet épisode-là, et donc le cher Ulysse, il n'a pas aimé le fait que j'ai défendu le néolibéralisme de manière épique et admirablement, et donc du coup maintenant il lit des livres et il prépare ses arguments et on fera un épisode là-dessus. Tu peux m'inviter. Parfois il faut faire l'avocat du diable, mais je l'ai un peu trop bien fait apparemment. Mais je trouve ça quand même une réussite personnelle. Je trouve que Trump devrait me donner de l'argent parce que j'ai défendu son modèle. Trump, si tu m'écoutes, je défends le néolibéralisme. Écoute, envoie, fais des donations aux Chroniques Inutiles. Est-ce qu'il y a d'autres pour vous, du coup, bien fait pour le public que juste l'émotion et ressentir la beauté, l'émerveillement, pas forcément bien fait, mal fait de l'art aussi, un rôle qui peut être mal pour le public ou quoi que ce soit. Moi j'en ai un, c'est déjà que comme tout le monde, mais encore plus, le public est subjectif en fait. Alors oui, t'as des gens comme tu dis qui effectivement ont, parce qu'ils ont étudié ou parce que ça fait des années qu'ils consomment et que du coup effectivement ils ont un regard beaucoup plus critique et beaucoup plus poussé et qu'ils peuvent avoir la prétention de se dire oui, moi je sais ce qu'est le vrai art. Pas du tout, parce que le vrai art ça n'existe pas, l'art est partout et n'importe où à la fois, que ce soit sur un petit dessin ou une grande scène ou même un concert, je ne sais pas, l'art est partout et omniprésent, même dans la publicité. Par exemple, chose que moi je trouve abjecte parce qu'on nous gave avec ça, mais malgré tout ça reste une forme d'art quand même, parce qu'il y a quand même une réflexion. Les voitures parfois. Voilà, c'est beau et tout. Non, mais le truc c'est que même si c'est construit et formaté, tu vois, pour réagir à des codes où tu sais que ça va plaire au public, parce que la publicité, le rôle même du public c'est de en faire parler, c'est du coup ça va quand même éveiller des sensations, tu vois, dans le public. Donc personnellement, je considère ça comme une femme qui est à moitié à poil et qui porte Coca-Cola et qui dit Coca-Cola, je ne bois que ça, c'est de l'art aussi, vu que ça génère des réactions. Tu me fais mal de dire ça. Non, mais ce qui est très intéressant. Non, mais attends, j'ai été interpellée par la dernière pub de Coca-Cola qui dit vivre light, c'est quand même mieux. Et Coca-Cola s'inspire complètement d'un mouvement, si tu veux, un peu philosophique, New Age, travail sur soi, où on te dit prends les choses avec légèreté. Happiness, machin. Oui, voilà. Mais c'était intéressant parce que ça prouve de nouveau que c'est le consommateur qui donne le là dans la musique, tu vois. Ouais. C'est pas des Coca-Cola qui vont aller dire vous devez vivre light. Ils étudient. Mais ça, vraiment, on ne se rend pas compte du pouvoir qu'on a, en fait. Si on osait vraiment, vraiment, vraiment boycotter et dire non, ça je ne choisis pas, non, ça je n'écoute plus. Moi, ça fait, reprenons Coca-Cola, ça fait 10 ans que je n'ai pas bu un verre de Coca. Et par exemple, l'aspartame aussi, à un moment donné, on a été renseigné que l'aspartame c'était hautement dangereux. Il y en avait dans les chewing-gums, les chics. Écoutez, moi j'étais une accro au chic. Quand j'ai vu que c'était une forme de drogue, je me suis dit du jour au lendemain j'ai arrêté. Je te jure que j'ai souffert de manque. Mais j'ai eu mal dans mon corps, quoi, carrément. Et puis, si tu veux, le mouvement a été lancé par les réseaux sociaux. Et puis j'ai appris qu'au fait, ils avaient eu une chute de rentabilité grave. Après, ils ont appelé ça autrement et tout. Donc, on a cette capacité-là, mais il faut... Voilà, je dirais que s'il y a une éducation à faire, c'est celle-là. Voilà. Oui, donc c'est vrai que c'est un élément intéressant. En effet, un des rôles de l'art aussi, c'est faire de la pub, ou en tout cas vendre des idées. Elle a été utilisée beaucoup pour ça. Et oui, là pour le coup, aujourd'hui, beaucoup en pub. C'est marrant parce que ça me fait penser à un podcast que j'ai vu. Et il y avait Steven Tyler, qui est le chanteur d'Aerosmith. Ouais, je vois. Qui, du coup... qui expliquait que Trump voulait utiliser sa chanson pour faire la pub, une de ses chansons, quoi. Et que le gars il a dit non, nous nos chansons c'est que pour de l'activisme écolo et pas pour la politique, on laisse pas, et qu'ils l'ont quand même utilisé, et que c'est que quand il a qu'il a attaqué Trump en justice en mode arrêtez tout ça, qu'ils ont arrêté de le faire. Et donc moi je trouvais ça intéressant comment finalement le gars il crée sa chanson, tu vois, qui devait être un truc du genre vivre libre ou je sais pas quoi.
Et que, ah ouais, le politicien il se dit ouais, ça va très bien avec le message que moi j'ai envie de dire, je vais l'utiliser sans son autorisation. Ouais, c'est ça le pire, c'est le pire. On parle des droits d'auteur et tout, mais il y en a beaucoup qui se gênent pas en mode oh, bah de toute façon, voilà, je vais m'en servir et puis voilà. C'est ce que je voulais venir, effectivement, c'est que le public, du coup, l'art qui est à destination du public, le public, lui, peut le recevoir comme une demande intellectuelle de, par exemple, je vais aller voir un musée pour m'instruire. Et parce que ça va m'apporter du plaisir ou des connaissances en société pour briller en société et avoir du plaisir. Mais c'est aussi à double tranchant parce que l'art est politique et surtout en plus... Est-ce que l'art est politique? Oui, je pense que oui. Parce que... Qu'est-ce que tu entends par politique alors? Parce que pour moi politique déjà... Politique dans le sens étymologique dans le sens étymologique du mot, pas dans le sens sociétal. Tu comprends la différence? Dans le sens système. Mais je veux bien avoir la définition ou en tout cas une explication pour les Alors nuls. quand je dis politique, c'est-à-dire que moi par exemple, tu vois, j'ai mon avis. Voilà, je vais faire la caricature, je suis un gros gauchias. Voilà, caricature, mais voilà. Je te pardonne. C'est pour dire, mais du coup, effectivement, mes valeurs à moi, qui ont été inculquées parce que j'ai grandi avec ça, je vais les transmettre. Or, pourtant, moi, je suis d'accord que effectivement, les partis politiques ne changent rien du tout, et pour moi, c'est pas la solution. Mais mes valeurs sont quand même des valeurs politiques que je vais transmettre à travers des messages, des textes que je vais écrire. Je me rends compte qu'effectivement, il y a des fois où je fais quand même beaucoup, je pense beaucoup, au fait, effectivement, au entre guillemets bien commun, entre le fait que, effectivement, non, pas toujours beaucoup, mais je le reconnais, tu vois. Et je pense que dans la peinture, c'est pareil, même si ça procure un plaisir, même si c'est intimement personnel, et vu que c'est intimement personnel, tout ce que tu vas produire, enfin tu peux pas faire quelque chose qui est complètement atypique, apolitique, parce que sinon ça veut dire que ton message, ta création est complètement lisse et que tu veux juste plaire au plus grand monde. Et quand tu veux plaire au plus grand monde, il y a des artistes qui font ça, ouais. Oui, mais donc il n'y a pas de message. Mais du coup il n'y a pas de message, c'est lisse et il y a un public aussi qui en demande peut-être de ça, parce qu'effectivement t'as peut-être pas tout le temps envie non plus d'avoir des messages vraiment qui te sortent de ton cadre. Mais j'aimerais bien rebondir, et en fait je sais pas si c'est avec toi, mais je crois que c'est avec toi qu'on a eu cette conversation. En fait je connais Lucas parce qu'on a fait de l'impro théâtrale ensemble, et je me souviens qu'une fois, je sais pas si c'était moi qui ai joué la scène ou quelqu'un d'autre. Ah mais oui, c'était avec toi, c'était la scène du viol et tout ça. et justement, moi je me suis dit, un des gros avantages justement du théâtre et de l'impro, c'est justement de pouvoir se laisser faire des trucs que normalement on ferait pas, ou penser des choses que normalement on ne penserait pas, tu vois. J'adore. Et donc, pour le coup, je me dis que quelque part, se limiter à ses propres positions politiques et à ses propres valeurs, c'est presque limiter l'art en fait. Je suis d'accord. Mais je suis tellement d'accord. Mais tu posais une question là tout à l'heure qui était est-ce que l'art pourrait apporter quelque chose? Alors tu as répondu un truc politique. Oui, moi je pense que on peut profiter, ou chaque artiste peut profiter de se dire mais au fait j'ai envie de donner un message. Mais je pense que le message c'est ce qui sort des tripes qui est le plus vrai, tu vois. Et ça peut agir. Moi, j'ai 2 styles dans mon art. Je vis essentiellement du portrait. C'est ça qui me permet de vivre de mon art. C'est que j'ai des commandes de portraits. Donc là, je ne suis pas très créative. Je suis créative dans un style. Je deviens une spécialiste du portrait. Je tiens à ce que ça ait de la qualité et que ce soit vivant, que ce soit contemporain, etc. Donc j'ai trouvé quelque chose. Mais à un moment donné, j'en ai eu un peu ras-le-bol parce que justement, je n'exprimais pas quelque chose, tu comprends, ça devenait de la technique. Et je me suis lancée à faire des tableaux beaucoup plus lancés où je raconte des choses qui me touchent. Et ça touche. Voilà. Et donc je pense qu'il y a des messages qui pourront passer. Après, je m'en fiche qu'ils passent ou pas. J'adore écrire aussi. J'adore parler. Et si j'ai des choses à le dire, j'utilise les réseaux sociaux et je les balance. Je me libère de plus en plus du jugement politiquement correct parce que je trouve que ce politiquement correct devient... c'est un peu presque du nazi. Attends, non, mais il s'installe partout, quoi. Et dans tous les domaines, c'est de pouvoir faire la moindre blague sur certains sujets, il faut se dire attention. Alors, tu as toute une liste où tu peux plus dire ah non, là je peux pas, non, ça je peux pas. Oui, il reste plus rien parce que ça touche un politiquement correct qui va créer... et alors tombent
les condamnations politiques, tu es extrême ceci, tu es cela, tu es nazi. Alors le nazisme ou fasciste, ça c'est une arme à la mitraillette qu'on vous sort dès que tu dis quelque chose qui n'a rien. Oui. C'est ah mon Dieu, tu es d'extrême droite, en fait tu es nazi, oui. En fait tu es raciste, en fait tu es oui. homophobe. En fait tu es homophobe, islamophobe. Et c'est des mitraillettes qui te lancent comme ça des mots, tu vois. Voilà, tiens, ça c'est un tableau que je vais faire, tiens. Que des mots en plein de couleurs différentes. Avec la réaction du public. Oui. Depuis quelques temps, avec d'autres associations, on a développé un truc dans les métros de Bruxelles, c'est le poète public. On parlait de l'art, le poète public. En fait, on vient, nous les slameurs, artistes, poètes, divers dans l'écriture, on vient, on se pose, et il y a un arbre poétique, et les gens viennent se poser. Il y en a qui vont chercher les gens. Est-ce que vous voulez un poème, vous voulez un petit truc? Donc divergence, il y a toutes les cultures. Toi. Le raciste, il peut venir que tu sais pas que c'est un raciste, il vient juste pour voir ce que tu vas écrire pour lui, toi. Donc, les sujets sont libres, tu dois inventer, tu dois instantanément créer un truc, toi. Et c'est magique, toi. Mais pour le public, c'est... Pour relier les deux, en effet, ça c'est quelque part, ouais, il y a l'aspect live que moi j'adore, et moi perso j'aime bien tout ce qui est live en termes d'art et tout ça, mais parce que j'aimais bien la censure là. J'aimerais bien continuer un peu là-dessus. Oui. C'est la censure et la création artistique. Je vais vous parler d'une histoire que j'ai entendue. Je sais pas c'est quoi le nom du rappeur, mais c'est un gars, il va sur une émission radio un peu comme celle-ci, mais il est plus connu, tu vois, il est vraiment connu. Et donc le gars, à un moment, il fait un impro, un freestyle en rap, quoi. Donc avec un beat, et donc il enchaîne, et il termine un mot, et donc je vous montre que je suis l'arrêt, mais ça c'est parce qu'il n'y a pas de PD. Voilà, il a lâché une phrase dans le genre. Clac, on l'est rentré dedans, sauf que c'est de l'impro, tu vois, le gars il sait pas, il sort et il veut que ça rime, il veut que ça flow, et donc on l'a complètement démonté, il s'est excusé, mais le fait de s'excuser c'était pas assez non plus. C'est ça que moi j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il s'est excusé, mais c'est non le mal est fait, je sais pas, qu'est-ce que ça vous inspire Dédicace à Moi je Roméo Elvis. m'excuse pas. Ben, non mais ce que je trouvais intéressant c'est que du coup on a plus ou moins gâché son image, gâché sa carrière, et que le gars même quand il s'excuse, genre ouais mais j'étais en mode clac, j'ai lâché ça, c'est le premier mot qui m'est tombé, j'aurais pu en trouver un autre, même ça c'était pas assez en fait pour le libérer. Mais exiger de s'excuser les gens, c'est une attitude patriarcale et religieuse. S'excuser, c'est se soumettre. On fait une erreur, à la rigueur je dirais oui j'ai fait une erreur et je l'ai faite. Excuse-toi. Non, j'ai fait l'erreur, je l'ai faite. Mais je n'ai pas à m'excuser. Je suis désolée. Si je m'excuse, c'est que j'ai vraiment volontairement, exprès, calculé de blesser quelqu'un. Alors, je peux ressentir en moi une douleur de l'avoir fait. Et c'est vrai que là, spontanément, l'excuse vient. Mais si l'excuse vient en se disant « je vais récupérer ma carrière », ouais, qu'est-ce que ça vaut, comprends. C'est comme Bill Clinton, il n'avait pas à s'excuser, non mais c'est vrai, il avait une seule chose à dire, c'est ma vie privée, ça ne vous regarde pas. Point. Il n'avait pas à se justifier de quelque chose qui ne touchait pas la politique, tu comprends ? C'est-à-dire qu'on s'attend, et ça c'est un autre truc qui moi je trouve toujours marrant, mais on s'attend en fait que les idoles ou les gens connus soient les gens les plus intègres du monde parce qu'ils ont cette espèce de position où ils sont un exemple pour des jeunes, tout ce que tu veux. Oui. Et donc en effet, si le président des États-Unis, un pays qui est quand même genre très chrétien selon les endroits, n'est pas fidèle à sa femme... D'ailleurs, il y avait un humoriste, il disait une blague. Ouais, il y a un jour d'ailleurs, il y avait Bill Clinton, il était tellement bourré, vous savez ce qu'il a fait ? Il est rentré chez lui, il a fait l'amour à sa femme. Quoi. Bon, est-ce que c'est politiquement correct cette blague ? Je ne sais pas. Aux États-Unis, non. Mais ouais, on s'en fiche. Mais ouais, non, la censure. Et justement, pour rebondir à ce que tu disais à propos de. Et ce que toi tu disais par rapport à l'instant, merci, c'est. Quand tu fais ton art dans l'instant, c'est non filtré. Oui. C'est toujours non filtré parce que justement, tu laisses parler ton inconscient, tu laisses parler tout ton être. Et, bon, là, je parle en tant qu'artiste, je ne sais pas comment vous réagissez à ce que je dis. Mais donc, tu laisses parler tout ça et tu ne sais pas ce qui vient parce que tu le fais dans l'instant, justement. Et donc, du coup, avoir sa liste de petits trucs. Pas à dire. En même temps que dans la chambre, t'es là. Donc là, je fais oui, non, pas une petite liste, c'est un parchemin déroulé sur des kilomètres. C'est bon. Mais je te rejoins sur l'instant parce que moi par exemple pour le théâtre, en tout cas le théâtre on va dire où tu n'as pas un pro mais où tu as vraiment un texte et tout, tu vois, je le constate. Alors effectivement il y en a où
il demande il y a certains textes et tout, etc. et pièces qui demandent une rigueur parce que par exemple c'est écrit en vers et tout, et donc si tu le fais pas correctement, et si tu rajoutes ou tu retires un mot, ça va s'entendre. Voilà. Et donc ça casse le truc, ça casse l'emballage joli, enfin bref. Mais moi ce que j'aime bien en théâtre aussi, c'est que souvent quand c'est des choses contemporaines, tu peux rajouter un mot ou changer un peu l'expression. Pour moi, et là c'est mon avis, c'est pas trop grave, tu vois, parce que justement le comédien qui est sur scène, tu vois, ça veut dire qu'il s'approprie aussi le texte, tu vois, ça veut dire qu'effectivement il le vit sur le moment, et en fait juste il rajoute un tic de langage qu'il a ou quelque chose en plus, et c'est ça qui est intéressant, c'est que même quand tu apprends quelque chose parce que c'est ton outil de travail, donc ton texte, sur l'instant présent, tu vas quand même si tu as appris ton texte, que tu le connais, que tu sais ce que tu dois dire, tu vas quand même l'interpréter, voire même juste le dire différent. Enfin il y aura toujours de toi qui va sortir parce que tu le fais sur le moment présent, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça qui est si intéressant, je trouve. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai arrêté le théâtre, c'est parce que justement à ce niveau-là il y a beaucoup de boulot. Je veux dire, un bonjour, ça peut être bonjour. Tu vois, je veux dire, tu peux dire le même mot de 1000 façons différentes et complètement changer le sens de la pièce en fait. Sur base de comment tu apportes un certain truc. Et puis là j'ai juste fait au niveau auditif, mais ensuite il y a tout le corps, tu vois, quelle posture est-ce que je prends quand je dis ce mot et tout ça. Et je connais pas très bien le théâtre contemporain, je sais pas ce que ça veut dire, donc un jour il faut que tu m'amènes à une pièce. Chaud. On fait ça, quoi. Mais et c'est ça qui en effet est très intéressant. Et au niveau de l'impro aussi, c'est l'instant présent. Et justement, c'est ça qui est si intéressant, c'est que le public, quand il voit cet instant présent et il voit un truc se passer devant lui qui est vraiment la vulnérabilité de l'instant présent. Parce que oui, on pourrait regarder un film sur je sais pas moi, Roméo et Juliette, mais je crois que Roméo et Juliette c'est une pièce d'abord. Oui, c'est Shakespeare. Mais je veux dire, si tu le vois en live avec une pièce avec des acteurs qui sont vulnérables et qui disent leurs trucs et leurs tripes ressortent, c'est pas la même chose, quoi. Tu vois. Et oui, ça peut être casse-gueule pour le théâtre parce qu'en effet, est-ce qu'ils jouent bien ensemble, est-ce qu'ils sont... Mais c'est différent, c'est beaucoup plus vivant, je trouve. Et même pour là c'est pas sur l'instant présent parce que c'est quelque chose qui est calculé, mais c'est quand même de l'ordre de l'interprétation et de la création. Par exemple, pour le montage d'un film, une fois que tout est filmé, une fois que tous tes enregistrements, tu vois, la façon dont comment tu vas monter le film va quand même changer le sens de certaines scènes, tu vois. Donc, complètement. Donc même au niveau de quelque chose qui est déjà calculé, tu vois, mais de la façon dont la personne qui va faire le montage va le voir, ça sera différent d'une autre, tu vois. Donc c'est toujours différent, tu vas toujours interpréter des choses de manière différente. Parfois ça va même juste pas être compréhensible, et donc toi tu vas voir, je sais pas, une interprétation de la création du monde et de la jeunesse de l'homme, alors que l'autre personne va voir les sentiments humains et les relations humaines dans leur charnalité et leurs difficultés, tu vois. Et pourtant, l'interprétation du public. Parce que le public, on en a parlé hier. Le public est subjectif et il interprète de manière différente aussi. Mais pour parler de film et de cinéma, c'est aussi un art très très puissant justement pour pouvoir diriger ou expliquer ou dénoncer des choses. J'aime beaucoup pour ça le 7e art. Mais comme tu parles des monteurs, c'est une petite parenthèse, mais pour être un bon monteur, il faut être un bon manipulateur, que ce soit en sens positif ou négatif. Parce que, oui, par exemple, tu peux prendre... je fais une tête bizarre du genre, je comprends rien, pour les gens qui nous écoutent. Il faut avoir un esprit un peu manipulateur pour savoir monter un film. Tu comprends? Ça veut dire que tu vas dire... les gens, tu veux dire? Oui. Ah ouais. Monter le film, c'est celui qui découpe et qui rassemble les images l'une après l'autre. Comme tu disais, ça change tout le message d'un film. Tu peux détruire une personne avec ça. Le nombre de gens qui se sont fait interviewer pour les journaux télévisés, par exemple, et je l'ai entendu, je ne sais plus de qui, dans le domaine des soins énergétiques. On était venu l'interroger en lui disant, voilà, on voudrait savoir comment fonctionnent les soins énergétiques et tout. Et je connais cette personne, c'est une personne vachement intègre, mais dans le montage, c'est un gourou qui se fait des sous. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est le montage. Et pour être monteur, il faut un esprit manipulateur, je trouve. Parce qu'il y a les images
subliminal qu'ils ajoutent certains dans certains trucs que ils coupent pour avoir les moments intéressants. Quoi, oui, tu vois. Et puis les associe et puis tu comprends, tu peux. C'est pour ça que quand on voit des critiques sur des personnes dans les réseaux sociaux d'après une phrase, moi ça m'intéresse pas. Je veux le contexte, je veux tout. Ça ne m'intéresse pas. Et c'est là où ils manipulent aussi, tu vois, les réseaux sociaux. Ils vont te prendre un contexte et puis ils vont te le lancer et tu vois tout le monde qui monte et qui suit le mouvement. Oui. Ouais, le contexte par rapport à l'art, en effet, c'est quelque chose de très, 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 très important. Par exemple, quand on pense à Tintin au Congo, bon, il y a eu plein de trucs qui ont été dits là-dessus. Oui. Alors moi, je vivais pas dans le passé, mais je peux très bien m'imaginer que quelqu'un qui quelque part ne connaît pas, il se fait des films quoi, sur base de ce qu'il a entendu, mais en même temps, sur base de ce qu'il a entendu ou sur base de ce qu'il a vu, c'est peut-être pas le truc le plus... C'est marrant, je me retrouve à défendre des propos racistes. C'est fantastique les chroniques inutiles. Pourtant, je suis métisse, je sais pas si vous savez. Oui. la mayonnaise qui sort. Ça, c'est la présence de Koutk qui vient foutre un peu la merde. Je vais mettre une autre chanson. Je vais mettre Satie, tiens, voilà. Elle est géniale. Parce que je crois que Eric Satie, il n'y a pas de copyright sur lui quand même. Non. Parce qu'il est quand même mort depuis un moment. Ouais. Va-t-on savoir les copyrights? Ouais, non, c'est vrai que si Sony se dit ah mais non, mais c'est l'orchestre qu'on a financé qui l'a fait, donc ouais. Mais tu sais que maintenant, en tout cas pour YouTube, il y a des sociétés qui existent qui ne font que racheter des droits d'auteur pour ensuite surveiller et récupérer les droits d'auteur de tout ce qui a été publié sur Internet. Et ça, moi je trouve ça mais aberrant. Surtout c'est hallucinant, c'est comme les horodateurs. Mais complètement. Alors qu'en plus, l'idée même de la base d'Internet, c'est quelque chose qui a été laissé au bien public, je crois. Donc vraiment à toute personne. Et en fait, le fait que même si tu dois payer pour avoir accès à Internet, donc déjà c'est un privilège, parce qu'il faut avoir l'argent. Pour pouvoir se le permettre, mais donc déjà l'idée de base a été dénaturée, mais en plus quand tu vois comment c'est devenu maintenant et vers la direction ça prend, je sais pas si vous avez vu par exemple pour les États-Unis, il y a maintenant des idées de sociétés qui voudraient segmenter pour pouvoir, imaginons, je veux aller sur Facebook, je veux aller sur YouTube. La neutralité du net, c'est ça? C'est ça, ouais, la neutralité. Il faut que je paye ça en plus pour avoir accès rapidement à un site en plus. Et en plus de ça aussi, maintenant ils sont en train de regarder pour avoir des bots, donc des ordinateurs qui surveillent et qui, avant que tu postes quelque chose, donc là c'est vraiment la surveillance quoi, vérifie que ce que tu vas publier, tu as le droit, parce que les droits d'auteur, etc. Ouais, c'est des codes. C'est mon métier en fait. Moi je suis pas que slammer en fait. On va dire je suis un ancien hacker. Ouais, ça fait longtemps que je dis ancien, ouais, ça fait 25 ans. Tu hackais en COBOL. Je peux permettre que je suis passé par là. J'ai hacké les kebabs à l'époque. J'ai créé la crypto kebab. Ceux que ça intéresse, si vous êtes là. C'est une monnaie qu'on peut que utiliser pour acheter des kebabs. Mais alors donc, Ouais, comme c'est ton ancien métier? Ouais, comme je disais, c'est tout ce qui est algorithmique en fait. Non, c'est mon métier maintenant, le hacking. Quoi, t'es data scientist ou quoi ou... Non, je suis développeur web et mobile. Et je replonge dans ça parce que dans le développement, c'est de l'art aussi. C'est de la manipulation, c'est de l'algorithmique. Par exemple, moi, vu que je connais ce domaine, donc tous les X temps, je coupe le cordon l'ombilical algorithmique. Donc je coupe, j'efface tous mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tout, YouTube, j'efface tout et je reviens. Ouais. Comme ça, j'ai un nouveau algorithmique. Ouais. Même si je perds les amis, c'est pas grave, il y aura d'autres amis tout le temps. Voilà, je suis comme ça, je fonctionne comme ça. Donc le truc que tu dis avec YouTube, toutes les programmations, c'est voulu. Parce qu'ils cherchent l'intelligence artificielle. Non, mais j'aimerais comprendre quelque chose après. Je vais te poser des questions là-dessus. J'observe, comme je l'ai dit, beaucoup de choses. Moi, cet algorithme, par exemple, sur YouTube, genre, pour finir, je ne vois aucune intelligence artificielle là-dedans, ni dans le but recherché, puisque je retombe tous les jours exactement sur la vidéo que j'ai vue hier, ou toutes les vidéos, et c'est toujours, ils me remettent toujours un sujet, parce qu'un jour, je l'ai fréquenté pendant une journée.
Mais ça leur apporte quoi de me limiter à toujours la même chose? Je ne vois pas leur intelligence là-dedans. Alors, en fait, ce que eux, ils veulent, leur but, c'est mon boulot. J'ai fait de la data science avant. En fait, ce que eux, ils veulent récolter, c'est un maximum d'informations, un maximum de clics. Mais justement, ils limitent. Alors, ce qu'ils font, ils limitent oui et non. C'est-à-dire que leur machin, là, ça fonctionne comment? C'est ils se disent, ah tiens, telle personne a cliqué tel sujet est à la mode parce que plein de personnes recherchent ce sujet. Ça veut dire que si je propose ce sujet à cette personne-là, elle va cliquer beaucoup et on aura plus d'informations par rapport à quelle vidéo est intéressante et laquelle n'est pas. Et ça va générer plus de clics, ça va générer plus d'informations. C'est faux, tu le dis. Attends, je vais te couper. Mais c'est complètement faux. Tu dis... Parce qu'ils vont cliquer là-dessus, ça va nous renseigner sur ce qui l'intéresse. Donc on va lui renvoyer la même chose parce qu'on sait que c'est ça qui l'intéresse. Pas forcément la même chose. C'est une supposition. Non, pas forcément la même chose. C'est-à-dire que si par exemple tu cliques sur les immigrants. Oui, on va faire ça. Ça veut dire la situation des immigrants. Alors, ils vont l'espèce d'algorithme. Donc, c'est un algorithme. Hein. C'est pas quelqu'un qui prend une décision. C'est des maths en fait. C'est des maths. Oui, okay. Et donc, cette espèce de maths va dire d'habitude, en règle générale, en moyenne, ceux qui cliquent sur des vidéos sur les immigrants, c'est ou bien des activistes, ou bien des anti-immigrants. Alors, sur base de recommandations, il va te recommander d'abord des vidéos plus activistes et des vidéos plus en mode anti-immigrant. Et sur base de ce clic-là, il va dire elle a cliqué sur le truc plutôt extrême droite, donc peut-être que c'est ça son délire, et du coup, il va te proposer d'autres trucs, et il va essayer de te catégoriser. Non, il ne propose pas d'autres trucs. Je te garantis qu'il ne propose pas d'autres trucs. C'est ça où l'algorithme se mord la queue comme le serpent. Il ne propose rien de nouveau. Ça se réduit, et je me retrouve à tourner en rond. Mais oui, mais exprès pourquoi? C'est pas que c'est fait exprès, mais l'idée c'est de... Bon, vas-y. En fait, je trouve ça super intéressant en fait, parce que là, le sujet de base, en tout cas le thème qu'on disait, le thème c'est l'art. Ah oui, et le rôle de l'art. Le rôle de l'art. Non, mais c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que justement, donc là, on abordait comment le public aborde l'art. Et moi, je te rejoins complètement. J'ai déjà vu des gens qui pensent sincèrement, et je peux comprendre que par exemple, le code et la programmation, c'est une forme d'art. Et dans la façon de faire, dans la technique et dans la construction, la créativité que ça demande, même si c'est quelque chose de très logique, très cartésien, effectivement, tu peux faire beaucoup de choses. Et je conçois qu'on considère ça comme de l'art. C'est juste que du coup là, en fait, c'est un art qui est servi... Je vais faire dire bonjour. Petite sonnette. C'est un art qui est servi donc pour manipuler le public. Parce que comme tu disais pour le montage, c'est aussi pour moi l'art de la manipulation. En tout cas pour l'algorithme. Oui. L'algorithme, ça, le but, comme tu dis, en fait, mais en fait je tourne en boucle parce que j'ai toujours la même chose. Oui, comme François dit, c'est fait exprès parce qu'en fait c'est binaire. Il te considère comme une personne qui a une chose, et du coup tu vas dire tu aimes les vidéos. Voilà. Je vais catégoriser, tu aimes les vidéos de chats. Tous les jours, j'adore voir ma vidéo de chat. Et donc, je vais te proposer que des vidéos de chats parce que je sais que tu vas rester pour regarder les vidéos de chats. Mais quel est leur intérêt? C'est ça que je ne comprends pas. Le temps, les pubs. Les pubs, mais les pubs, elles sont partout. Mais justement, de plus en plus, tu cliques sur la vidéo. Oui. Si toi, tu cliques sur la vidéo. Ils vont m'imposer des pubs de chats, mais... Non, ils vont t'imposer des pubs de chats. La personne qui fait ces pubs parce qu'elle veut vendre des chats, tu vois, elle paye un pourcentage à YouTube. Du coup, c'est dans l'intérêt de YouTube qu'il y ait un maximum de gens qui cliquent sur un maximum de vidéos. C'est aussi simple que ça, quelque part. Et parce que plus de pubs, ça fait plus de pognon. El pognon est importante. Oui, mais moi, je ne reclique pas sur les vidéos que j'ai déjà vues. Tu comprends? C'est ça que j'essaie de faire comprendre. C'est que cet algorithme... se rétrécit. Je le vois, en parlant des chats, je revois les mêmes vidéos que j'ai déjà vues, donc je ne vais pas cliquer dessus. Donc ça ne fonctionne pas leur intérêt. Je crois que j'ai la réponse. Je crois qu'il y a un chat qui t'a hacké. Il se dit, il faut que tu regardes plus ma vidéo. Vidéo, elle est bien. Tu m'as pas compris, miaou. Non, j'avoue que c'est bizarre, effectivement. Tu comprends ce que oui, non, je comprends parfaitement. Mais encore une fois, tout dépend de... Finalement, tout dépend du gars qui est data scientist derrière, comment lui programme son truc et quel est le threshold de enfin, moi, je peux te dire, ça fonctionne pas leur idée. Ça fonctionne pas pour toi. En tout cas. Non, les gens sont frustrés. Enfin, quel est l'imbécile qui va regarder 4 fois la même vidéo qu'il a déjà vue? Je suis désolée. Mais tout dépend du sujet. Tout dépend de la vidéo. Il y a des sujets où il y a plein de vidéos différentes et il y a d'autres sujets où justement il y en a pas de différentes. Elles ne sont pas proposées.
Mais non, ce que je veux dire par là, c'est que si tu prends par exemple en musique la techno, Oui. c'est la musique à la mode en ce moment, Oui. il y a plein de vidéos là-dessus, du coup tout ce qui est au niveau recommandation, tu en auras plein de différentes, et certaines qui sont beaucoup bien vues. C'est de la théorie. Pratiquement, c'est pas ce qui se passe. Observez votre compte. Pratiquement, c'est pas ce qui se passe. Pratiquement, tout le monde reste dans la théorie de l'algorithme en disant c'est génial et n'observe pas ce qui se passe. Et moi, je l'observe. J'adore la musique, je regarde une funk ou du reggae, c'est toujours les mêmes vidéos de reggae que je reçois. Je veux trouver d'autres sujets, je ne les reçois pas. Du coup, je ne les regarde pas. Du coup, je n'entends pas leur publicité. Pratiquement, c'est pas ce qui se passe. La théorie le dit, mais c'est pas ce qui se passe. Moi, j'ai la même chose, mais juste pour les morceaux de musique, effectivement. Moi, j'écoute beaucoup de musique. Oui. Et de beaucoup de styles, et je me rends compte qu'effectivement YouTube me conseille, mais en même temps moi j'aime écouter plusieurs fois le même morceau, ça ne me dérange pas de me gaver pendant une semaine de ce morceau là, tu vois. Après à un moment j'atteins le moment où je vais découvrir autre chose et donc je vais refaire le même processus avec un autre morceau, mais donc effectivement pour la musique YouTube me propose de plusieurs fois écouter le même morceau et moi naïvement mais en même temps parce que j'en ai envie je clique dessus et je regarde de nouveau quoi. Parce que la musique, pour la musique vrai, oui. Après, tous les sujets sont pareils. Pour recentrer un peu le sujet, je trouve ça du coup intéressant parce que du coup c'est quand même une forme d'art qu'on le veuille ou pas, enfin en fonction pour nous, enfin en fonction de notre subjectivité. Moi, je peux trouver le code et la programmation comme de l'art. Il y a d'autres personnes qui peuvent trouver qu'effectivement non, en fait, c'est beaucoup trop, ce n'est pas de l'art. Mais du coup, moi, je trouve ça intéressant parce que ça mène au sujet vraiment de l'art utilisé, on a déjà un peu dit pour la manipulation, mais aussi pour le marketing, et le marketing pur et brut. On peut utiliser de l'art qui effectivement du coup est vraiment dans le but de vendre quelque chose, de vendre un produit, et juste le but au final c'est pas la création, mais c'est faire le pognon avec ce que je vais créer. Et moi ce que je trouve une industrie qui représente bien un peu et qui en même temps a le cul entre deux chaises, c'est le jeu vidéo par exemple. Parce que je trouve que c'est un processus de création qui réunit beaucoup d'art déjà présent, déjà existant, et qui rajoute le code, la programmation, pour pouvoir créer quelque chose de nouveau en mélangeant tout ça. Et le processus créatif est super intéressant. Comme tu disais par exemple avec le jeu, on apprend beaucoup du jeu. Il y a des gens, leur métier, c'est de créer du gameplay, c'est de créer comment est-ce que je vais pouvoir transmettre l'information de ok, là il doit faire ça par le jeu et en même temps sur sa fun. Et ça c'est très intéressant, plus tout l'aspect l'emballage graphique, les artistes qui vont être payés pour créer, les gens qui vont être payés pour faire la musique, le scénario comme on disait. Et donc ça, tout ce processus de création est vraiment hautement artistique, mais en tout cas pour les grosses industries et pas les gens qui font ça dans leur garage, tu vois, qui ont moins de moyens. Pour les grosses industries, le but final de créer un jeu, c'est quand même d'en vendre le plus possible, de vendre le plus possible de jeux, et même maintenant c'est encore plus vicieux. Ouais, de lootbox, parce que maintenant c'est encore plus vicieux, donc c'est des processus internes dans le jeu qui vont te faire vendre des choses, tu vois. Tu les craques, c'est tout comme moi. Ah oui, non, mais c'est ce que je fais aussi, mais... Légalement, on dit pas forcément de faire des trucs illégaux. Non, ne le faites pas, c'est pas bien. Achetez. C'est pas bien. Je veux dire, même si c'est gratuit, et même si vous profitez du jeu et que vous faites toutes les missions, franchement, ne craquez pas, quoi. N'allez pas sur les sites torrents pour les télécharger illégalement, ne téléchargez pas uTorrent. Ne le faites pas. Ne téléchargez pas les choses illégalement. Ne le faites pas. Mais tu sais, pour être politiquement incorrect, moi je comprends, comme tu dis, c'est un fameux travail de créer ces jeux, c'est beaucoup de choses. Je trouve que ça se mérite d'être payé, tu vois. Oui. Je trouve que l'artiste qui est là derrière, moi je suis pas trop pour tous ces craquages et tout ça, je paye. Je vois qu'il y a un effort derrière, peut-être qu'il y a une exagération qu'on peut pas... Non, je trouve qu'il y a un travail derrière et ça mérite reconnaissance. Je suis d'accord avec toi, effectivement. Non. Non, disons qu'il y a une question... Vas-y. En fait, il y a deux questions. Il y a déjà la question de est-ce que la culture doit être payante ou est-ce qu'elle doit être libre d'accès à tout le monde pour que tout le monde... Ah, yes, check. Mais la culture peut ne pas être payante, mais l'artiste quand même... doit être rémunéré. Mais oui. Mais le problème, c'est que dans le système actuel où on est, c'est très difficile de, en même temps, vouloir laisser son œuvre
au plus grand nombre, au bien commun, et qu'en même temps, à la fin du mois, il faut que j'ai de quoi me nourrir, payer, avoir son petit confort. Moi, je suis pareil, j'ai besoin de mon petit confort aussi. Et j'ai un bon confort. Mais un petit confort, c'est pas mal. Enfin, je veux dire, un matelas et puis juste un toit. On est quand même en Belgique, il pleut souvent. Tu peux, dans ton espace, c'est un bon confort. Après, il y a tout ce qui est logiciel libre aussi, hein. Les équivalents de Photoshop, il y a plein de trucs, toi. Par exemple, t'es pas obligé de payer. T'es pas obligé de payer, mais si tu es prêt à payer, pourquoi pas payer? Si tu n'es pas prêt et que tu n'as pas les possibilités, on trouve autre chose. Mais je trouve qu'il y a un respect malgré tout. C'est pas parce qu'ils gagnent des fortunes que c'est méchant, mauvais. Ça, c'est du politiquement correct. Ça fait partie de la liste. Je sais pas, parce que moi ce que je trouve mauvais, par exemple, c'est, en tout cas pour l'exemple du jeu vidéo, c'est que du coup, et c'est ce que je voulais dire, et peut-être que j'ai mal été compris, c'est que la logique de faire de l'argent, du coup, rentre dans le processus de création, tu vois, parce que par exemple, tu disais les lootbox, donc business et art. C'est ça, c'est business et art, tu vois. Et donc le rôle de l'art, c'est aussi de faire, en tout cas d'un point de vue business, c'est aussi de faire de l'argent, tu vois. Mais jusque où est-ce que ça peut s'intégrer sans dénaturer l'œuvre? C'est un peu ce que je voulais dire. Ah, très bonne question. Moi, j'aurais tendance à dire que, enfin, ma première réaction là qui est venue tout de suite, c'est que c'est impossible en fait. C'est-à-dire que impossible, non, c'est peut-être possible si tu as confiance en ton artiste. Si tu as confiance que ton artiste il va faire quelque chose qui va toucher le peuple, tu vas jamais venir lui dire non mais là maintenant les jeunes ils aiment bien la techno ou ils aiment bien le rouge, tu vois, dans les peintures, faut mettre plus de rouge parce que t'es bleu là ça craint, tu vois. Je peux tout à fait m'imaginer un agent ou un manager faire ça. Oui. Donc c'est là où business et art c'est un gros. En fait je voulais le faire à part. Parce que pour le coup, ça c'est vrai que c'est un truc très très large. Mais un autre truc que tu m'as aussi stimulé par rapport à ça, c'est qu'on a parlé on a parlé, si j'ai bien entendu, du fait de faire de l'argent sur l'art et tout ça. Mais encore une fois, ce que moi j'observe, c'est que le public maintenant, il s'habitue à ce que la culture soit gratuite. Pourquoi est-ce que je vais aller payer pour écouter la vidéo de mon artiste YouTube si c'est gratuit sur YouTube ou sur Spotify? Question très profonde. Je veux dire, moi les chroniques inutiles, bon je les mets sur YouTube, je les mets gratuitement et tout ça, mais je pourrais très bien dire payez-moi 1 cent pour l'écouter ou quoi, et puis je redonne aux participants ou je sais pas quoi. Ça existe. Oui, ça existe clairement, mais ce que je veux dire c'est que même moi aussi je suis tout à fait coupable de ça, c'est que en fait il y a tellement de trucs sur le net. Il y a tellement de entertainment, il y a les jeux gratuits à jouer, les free-to-play, il y a de la musique, il y a des séries, il y a des articles, il y a des podcasts, il y a des critiques de jeux vidéo, il y a Twitch, où t'as pas que des gens qui jouent aux jeux vidéo, t'as des gens qui font de la peinture sur Twitch, tu vois, et qui t'expliquent comment ils peignent par exemple. T'as tout ça. Il y a beaucoup de gratuité sur YouTube, franchement. Sur le net, sur Internet. Et sur Internet. Et ça j'apprécie beaucoup, tu vois, justement, cette générosité du don et du partage et cette joie. Moi, en tant qu'artiste, je fais autrement, c'est que j'ai pas mal de tableaux que je ne vends pas ou que j'ai plus de place et je l'offre petit rien. Alors, les petits riens, j'aime beaucoup ce principe qui intègre justement des SDF, etc. Et ça permet à des personnes qui aiment ce que je fais de l'acheter à un bon prix parce que j'ai augmenté, ça fait 50 ans que je suis dans le métier, donc j'ai certains prix justement. Mais parfois, j'ai du plaisir à offrir à des gens qui ne peuvent pas se l'offrir, mes tableaux, tu vois. Je le fais. Ou des gens qui disent, s'il te plaît, tu peux faire le portrait de mon enfant. Je le fais, mais pas systématiquement non plus, parce qu'à un moment donné, je ne m'en sors plus non plus, tu vois. Donc, grâce à ceux qui savent me payer, je peux aussi faire des mouvements comme ça. Donc je pense que... Donc Trump, il faut financer les chroniques inutiles. Ouais, voilà. donc ces chroniques inutiles, voilà, il y a de la joie, on s'amuse, on papote. Pas besoin. Puis on verra bien. Ouais, on verra. Laisse venir. Tu vois ce que je veux dire? Non, de toute façon, le but ici de ce truc, c'est pas de faire de l'argent. Non. C'est rassembler des gens et discuter, quoi. Et c'est la liberté. C'est la liberté aussi. Je suis d'accord avec toi que l'argent peut à un moment donné emprisonner, peut empêcher la liberté. Tu reprends l'artiste où son succès, c'est d'avoir peint... Allez, on va prendre celui qui faisait les gares. Là, j'ai oublié son nom parce que moi j'ai une mémoire... Les tags. Qui peignait les gares, là, le peintre belge. Je ne vois pas, désolé. N'importe, moi les noms c'est une catastrophe. Peu importe, prenons un artiste très connu qui son sujet fonctionne et il a un agent qui dit tu restes dedans. Il est prisonnier à cause de l'argent, tu vois. Voilà. C'est vrai que ça peut être, il faut du culot, il faut oser dire non. Un qui n'est jamais resté prisonnier dans aucun style, c'est Picasso.
Picasso, il s'en fichait complètement. Mais Picasso crachait pas sur l'argent. Ça lui permettait justement de faire ce qu'il voulait. Entre autres, il y a une anecdote que moi je trouve assez rigolote en tant qu'artiste, qui me fait du bien. C'est que on pouvait entrer dans son atelier, comme chez beaucoup d'artistes, et quelqu'un chipotait ses croquis, des choses comme ça, et puis il dit « est-ce que je peux vous acheter celui-là ?» Il a dit « oui ». « Est-ce que vous pouvez le signer ?» Il a dit « oui, mais c'est 4 fois le prix. » Mais moi, j'aime ce culot-là, tu vois. Après, la personne, elle est libre de dire oui ou non. Si l'autre dit oui, en quoi est-ce que Picasso est un profiteur ? Tu vois ce que je veux dire ? Il n'a profité de rien. Il a juste utiliser quelqu'un qui veut du Picasso avec les signatures et tant pis pour lui. Et du coup, tu penses quoi de Dali, par exemple ? Dali, il est drôle, il est marrant, il veut se dire ce qu'il veut, quoi. Ouais, mais il est quand même été un moment dans plus il avance. Après, moi, j'ai pas une grande culture au niveau des peintures, mais de ce que j'ai vu et cru comprendre, il a quand même facilement, on va dire, bon, c'est caricatural et tu me comprends, mais embrasser la voie de l'argent pour faire de l'argent, tu vois, en faisant. Mais c'est en tout cas, vers la fin de sa carrière, c'est ce que j'ai compris. Oui, et alors, il n'en a pas fait du mal avec ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est un truc politiquement correct, je vous dis, en haut de la liste, l'argent. Tous les tabous qui tournent autour. C'est pas systématiquement négatif. Dali, ok, il l'a fait, et alors ? Mais moi, ce que je peux... Tu vois, j'ai envie de dire, et alors ? Est-ce qu'il a acheté des armes avec ? Est-ce qu'il a foutu des gens dehors de leur maison pour tu vois, c'est ça qui est dégueulasse. Disons que ce qui est intéressant, enfin, il y a, c'est la valeur de l'art. J'abstrais, pardon. Je préférais, en tant qu'artiste peintre, ne jamais devoir vendre mon art et pouvoir le donner. Je te jure. Alors, le reste, c'est que je gagne au loto. Et alors, je peux faire ça, ou que je serai une riche héritière et que je n'aurai pas à gagner ma vie et que je serai une rentière. Et je pourrais distribuer mon art. Parce que c'est vrai que c'est frustrant. Moi, je n'aime pas. Mais j'aime peindre. J'aime ce que je fais. Et la meilleure façon de continuer, c'est de pouvoir en vivre, tu vois. Mais si je trouvais une autre source de financement, je choisirais. Mais pas travailler. Parce que quand je travaille, j'ai plus l'inspiration de peindre. Bah oui, j'ai plus l'énergie, tu vois. C'est compliqué. Mais mis à part ça, c'est juste... pardon, je suis vraiment abstrait, et je voulais l'amener quelque part. C'est... Ok, donc, il y a l'artiste qui fait son truc, t'as le public qui apprécie, qui n'apprécie pas. Comment est-ce qu'on peut savoir, ou comment est-ce que ça se passe, du coup, pour dire, tiens, cette œuvre est meilleure, cette œuvre n'est pas meilleure, et surtout, comment est-ce qu'on colle un prix là-dessus ? Parce qu'en effet, Dali, lui, il met le prix qu'il veut, Picasso met un autre prix qu'il veut, puis t'as des gens qui n'ont pas confiance en eux ou pas confiance dans leur œuvre, et moi je me considère là-dedans, qui du coup se dit, bah ouais, en fait, j'offre ça gratuit, c'est un kiff, alors qu'en fait, allez, vous avez tous vu l'image, je crois, sur Facebook, oui, derrière chaque œuvre, il y a 5000 heures ratées, de failure, oui, c'est vrai. Il y a 2000 heures de réussite, il y a 3000 heures de combat contre soi-même et tout. Je crache sur le machin. Et donc le truc c'est, en effet, et puis t'as des gens qui du coup ne font pas les 10 000 heures, mais qui font des trucs tout aussi intéressants, et parfois même qui se vendent beaucoup mieux, et tu te poses la question pourquoi. Je pense à Rihanna. Non, allez, Rihanna, respect. Je passe au jour aux chroniques inutiles si t'as envie. Mais je sais pas, qu'est-ce que ça vous inspire, la valorisation de l'art par rapport à son rôle et ce qu'elle fait ou qu'elle fait pas. Par rapport à son rôle et ce qu'elle fait pas. C'est justement la valeur que je me donne à moi-même. Moi, j'ai mis du temps aussi au début. Je faisais des prix qui faisaient que je m'en sortais, mais limite, quoi, tu vois. Puis je me suis dit, mais non, beaucoup d'heures de travail, et puis quand même, je vois beaucoup de portraitistes, je peux oser le dire sans vanité, je suis une des meilleures à Bruxelles. Voilà, j'augmente mes prix. Maintenant, ma difficulté vraiment pour entrer dans une forme de vulnérabilité, à ne rien cacher, c'est que je dois trouver des clients qui savent payer ça. Mais du coup, je me suis dit, ok, et là, j'en reviens un petit peu à ce que j'ai dit au début, je me remets dans l'instant, mais j'ai dit, voilà, j'aimerais trouver des clients qui m'amènent à ça, mais je ne sais pas comment faire. Et ça, on part un petit peu dans un autre domaine, c'est un peu le domaine énergie, magie et tout, ça fonctionne. Et mettre des intentions, ça fonctionne. Je ne peux pas expliquer comment, mais ça fonctionne. Au bout de 3-4 mois, j'ai un agent qui est arrivé à la maison, qui m'a découvert un peu par hasard, et qui m'a dit, mais moi j'ai des clients qu'il te faut pour ça. Et c'est vrai.
Donc c'est la première étape, je pense, c'est d'abord la valeur qu'on se donne soi-même. Là, j'ai une autre anecdote à raconter. J'ai exposé beaucoup dans des foires, et de bonne qualité, de mauvaise qualité, mais au départ, un peu de mélange des deux. Et il y avait des artistes qui... J'étais un peu étonnée qu'ils osent exposer ce qu'ils exposaient, tu vois. Mais ils vendaient. Et je les ai écoutés. Eh bien, ces artistes sont sûrs d'eux. Et ils trouvent que ce qu'ils font, c'est magnifique et que ça se vend au prix auquel ils le vendent. Donc, c'est toujours quelque part soi-même qui décidons les choses. Même s'il y a des gourous de l'art qui disent « moi je sais », à un moment donné, on tombe dans leur cercle et ça fonctionne ou pas, on s'en fiche. Là, si vous êtes gourou, n'hésitez pas à passer. Voilà, les gourous de l'art. Les experts, venez vous défendre sur l'art. On vous attend. Non, mais moi, pour donner ma pierre à l'édifice, déjà, oui, je te rejoins complètement. Effectivement, tout travail mérite salaire. Même les choses qu'on pourrait ne pas considérer comme du travail. Moi, par exemple, le travail personnel, c'est-à-dire s'occuper de sa maison, se consacrer du temps pour pouvoir, je sais pas, faire les choses qu'on aime. Genre, par exemple, je sais pas, imaginons, t'aimes bien t'occuper des animaux, t'aimerais avoir un petit troupeau de moutons. Moi, je viens de la campagne, donc effectivement, je vais citer des exemples de la campagne ou avoir son potager. C'est du temps de travail, mais qui n'est pas payé. Et pour moi, effectivement, tout travail mérite salaire et le travail de l'artiste aussi. Comme on le disait, effectivement, il y a beaucoup de travail. Par exemple, moi, ce que je trouve aberrant... Est-ce que le plaisir n'est pas son propre et être payé en passion. Non, parce que malheureusement, j'aimerais bien être payé en passion et vivre d'amour et d'eau fraîche, mais malheureusement, dans la société dans laquelle on est, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Ou alors, tu vis dans la forêt, en ermite et avec une permaculture en autogestion. Voilà. Ce qui est très alternatif et très punk, hein, ça existe. Hein, mais c'est un travail... mais c'est un travail... Dingue, ouais. Parce que justement, on est en plus confronté à être seul ou en petit groupe seul contre tout le reste de la société. Donc voilà. Mais bon, je divague. Donc oui, je rejoins totalement qu'effectivement le travail de l'artiste doit être reconnu à sa valeur et être payé. J'ai aucun problème là-dessus. Moi, ce que je trouve dommage, juste, et peut-être qu'effectivement, en fait, je suis bien pensant en disant ça. Et bah, c'est pas grave, j'ai le droit de l'être. Mais tu as le droit d'être qui tu es. Ouais, non, mais c'est pas grave parce que je pense que moi j'ai pendant eu très longtemps, j'ai du mal avec le principe de l'argent. Juste, par exemple, un truc tout bête, mais à l'école, quand on devait aller vendre nos petits porte-clés pour financer notre voyage. Walibi. À Walibi, voilà, c'est ça, oui. Voilà. Mais oh mon Dieu, c'est horrible. Mais c'est horrible quelque part. Tu comprends, hein, on n'a pas à faire ça. Mais je l'ai constaté, c'est qu'effectivement, en fait, tu peux ne pas spécialement être le plus doué si tu arrives à être déjà passionné. Pour moi, c'est le plus important, passionné. Si tu es passionné, déjà, tu vas être crédible. Pour moi, c'est le truc numéro 1. Et si tu parles à un public qui est un peu novice, ou en tout cas qui vient, voilà, public lambda, qui vient voir un spectacle et tout, si tu arrives à parler avec la niaque, t'as pas besoin d'être le meilleur, effectivement, t'as pas besoin d'être le meilleur. Mais c'est difficile en même temps. Moi, j'ai un peu l'impression du coup d'arnaquer les gens aussi, tu vois. Parce que moi, je sais que je suis pas le meilleur, loin de là. Enfin, ce que j'ai fait, si je suis content de ce que j'ai fait sur scène, c'est déjà cool, tu vois. Et je peux être fier de moi, mais est-ce que vraiment je me sens légitime de demander de l'argent à ces gens-là, tu vois, qui eux trouvent que peut-être ce que j'ai fait est cool. Enfin, c'est vraiment toute une... Ouais, comme tu disais, une connaissance de soi, mais il y a quelque chose qui me gêne dans ça, en fait. Mais c'est une question d'estime de soi. C'est une question d'estime de soi. Mais il y a quelque chose, j'ai un peu du mal à le dire, mais il y a quelque chose qui me gêne dans le fait de demander de l'argent. Il y a le respect. À l'époque, moi, je faisais tout gratuit, toi. Tout le temps gratuit, je donnais gratuit. Vers la fin, tu comprends que les gens, ils sont plus respectés. On te respecte plus. C'est triste à dire, hein. Moi, j'aime pas trop l'argent. Hein. Je suis pas quelqu'un qui j'aime l'argent, toi. Moi, j'aime bien l'argent pour survivre, sans plus. J'ai besoin que ça, toi. Mais les gens... il y avait cet aspect-là. Donc, du coup, j'ai dit non, je fais plus rien gratuit, toi. Mais il y a clairement... Je fais plus rien gratuit, toi. Non, vas-y. Ah, non, mais je voulais juste dire, oui, il y a clairement cet aspect de... Enfin, je prends la position du public lambda qui se dit « Oh, quoi ? Il ne demande que 10 €, ça doit pas être aussi bien que le gars qui en demande 1000 ». Ah, mais ça, c'est du marketing. C'est complètement con. Mais quelque part, dans la tête de la personne, c'est logique parce que, 1000, c'est plus que 10, donc c'est meilleur, quoi. Je veux dire, une voiture qui coûte plus cher, c'est meilleur qu'une voiture qui coûte moins cher. Là, dernièrement, toi, j'ai des potes, toi, ils savent bien que je crée des sites internet.
Et il me dit, voilà, on a un jeune groupe d'artistes, on veut créer un site web, toi. On a déjà acheté notre domaine, tout ça, mais voilà, on n'a pas trop d'argent. Moi, dans ma tête, je me dis, pas trop d'argent, qu'est-ce qu'il veut dire? J'ai rien demandé. Et un jour, il me dit, voilà, en fait, on a 50-60 euros pour faire ça. Dans ma tête, j'ai rigolé. Toi. Mais oui. J'ai rigolé, je dis... Mec, j'avais envie de le dire, mec, va en Inde, même en Inde, ils ne feront pas ça parce que l'Inde c'est connu pour qu'ils font des trucs pas chers, mais pas à ce point-là, quoi, toi. Et oui, tu vois, c'est ça. Ouais. Va, regarde des tutos. Mais Regarde c'est des tutos. Eh, poto, tu m'as dit, regarde des tutos. Écoute, regarde des tutos. Tu l'as entendu. Il faut Regarde regarder des tutos. Tu fais ton truc Voilà, WordPress tu ou peux faire tout Squarespace seul. et puis voilà. Pour 50 euros, je peux te. Donner le tuto. C'est que je peux t'orienter, voilà. Les paroles, c'est de l'argent, parce que c'est de l'art. Même si je mange pas de l'art. Mais c'est un sujet très, très, très. qui remue tellement de choses, l'argent. Parce que, à la base, il y avait le troc, mais c'est plus possible le troc. Comment veux-tu faire dans une société où on est tellement nombreux encore du troc? Sauf on peut le faire un petit peu dans le quartier, des choses comme ça. Mais est-ce que moi, parfois, j'aimerais bien pouvoir aider plus, tu vois, parce que ça y est des sujets qui me touchent, mais je peux pas parce que j'ai pas assez d'argent. Donc, l'argent peut être aussi vu comme un outil positif ou comme c'est un outil, j'ai envie de dire comme ça, qui a été manipulé de toutes les façons possibles, positives et négativement, tu vois. Un marteau, c'est un marteau, mais tu peux tuer avec un marteau. Ou tu enfonces des clous et tu construis une maison, tu comprends? Et à partir du moment où on arrive à regarder l'argent ou la monnaie d'échange ou ce qui nous permet de faire des échanges sous cet angle-là, pourquoi pas? Tout en mettant des limites aussi aux excès. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Beaucoup, on a une croyance, on associe l'argent à une denrée. Tu vois ce que je veux dire? Alors que ce n'est qu'un papier. Et attends, la denrée, c'est que quand tu avais dans ton potager, par exemple, des pommes, ça peut être limité. Donc, celui qui prend toutes les pommes, c'est au détriment des autres. Et du coup, les gens ont transposé ça inconsciemment sur l'argent. C'est celui qui a beaucoup d'argent, c'est au détriment de celui qui n'en a pas. Et c'est pas systématique. L'argent, c'est que du papier que nos États tournent quand ils veulent et comme ils veulent. Il y a un autre exemple hallucinant quand on en prend conscience, on se dit mais pourquoi est-ce que je donne de la valeur? C'est une histoire, c'est une légende où c'est arrivé, mais ça pourrait exister. C'est quelqu'un qui arrive dans un village avec un billet de 500 euros, qui va à l'hôtel, qui reste X jours, qui paye son séjour dans l'hôtel avec ce billet de 500 euros. Ça tombe bien, l'hôtelier, il avait une dette de 500 euros avec machin. L'autre, c'est parfait, avec ses 500 euros, bref. Ça fait le tour du village. Et puis la personne revient et dit, écoutez, je suis désolée, je vous ai donné un faux billet, je n'en étais pas conscient. En attendant, ce faux billet a tout réglé. Donc ce n'est que du papier, ça n'a pas de valeur. Et quand on prend conscience de ça, ça change beaucoup de choses. Mais ce que je voulais ajouter à ça, c'était une citation de la Bible, mais je ne sais pas exactement comment elle va, donc soyez indulgents. C'est tout le délire de un homme riche a plus difficile d'entrer au paradis. Oui, mais enfin, parce que tu dois tout sacrifier avant de rentrer dedans. Je dis pas que c'est juste. Hein. Non, bien sûr que non. Je dis juste que voilà, ça c'est quelque chose qui est dans le zeitgeist, qui est dans notre sorte d'héritage de culture, et qui veut dire donc que ah oui, avoir beaucoup c'est pas bien, il faut être quelqu'un de pieux, de humble, de modeste et de gauchias. Et être social, et aider les gens autour de soi, et être politiquement correct. Tu es en train de dire que je suis lisse. Tu es quoi? Lisse. C'est le gars qui comme il le regardait anti-capitaliste que j'ai descendu. Mais je voulais dire lisse, genre je rentre dans tous les cartons. Mais c'est pas grave. Je faisais une blague. Oui, t'inquiète. Comment vous sentez-vous? Très bien. Très bien. Est-ce que quelqu'un veut lancer un sujet encore ou Ouais, un dernier truc. Okay. En parlant du hacking, mais rien à voir avec le hacking. C'est plus du hacking social. Ah ouais. Allons-y. C'est de l'art aussi. Parfois, notre art, on peut l'utiliser dans le hacking social. C'est quoi l'hacking social? La manipulation. Non. Moi, j'entends plus l'aspect réseau social, l'aspect faire partager. C'est vaste. Hein. Là, je vais pas détailler parce que c'est un gros sujet, toi. Ouais. Tu peux en faire plein de... C'est vaste. Moi, je veux plus préciser dans le hacking social
La réactance. La réactance en psychologie. Elias fait un vieux. Wow. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi les mots qui drop? Elias était très silencieux aujourd'hui. Et tout d'un coup, d'habitude, il parle beaucoup. Et tout d'un coup, ses yeux ont brillé. Réactance. Elias, t'es toujours en vie pour nos auditeurs? Oui. Okay. La réactance, quand tu regardes la définition, il y a 2 définitions. Il y a la réactance dans l'électricité et il y a la réactance dans la psychologie. La réactance, voilà, une anecdote pour comprendre l'anecdote, parce que c'est là, vu que moi j'ai fait un peu du théâtre impro aussi, j'aime bien faire de l'impro comme ça et tout. Et j'aime bien analyser parce que nos artistes, parfois on doit créer les situations. Parfois pendant 6 mois j'ai plus d'inspiration, il n'y a rien qui se passe dans ma vie, c'est plat. Donc je provoque, je manipule en quelque sorte, mais j'attends que l'autre... Tu te manipules toi-même à aller vers quelque chose, tu veux dire? Non, ouais, je me manipule, mais j'attends que l'autre fasse une faute. Mais une faute qui est tout le temps continue. Par exemple, je suis dans un arrêt de bus, quelque part, et à chaque fois que je m'arrête, il y a un bus qui s'arrête devant, et il y a un autre derrière. Et il y a le trottoir. Le deuxième qui s'arrête derrière l'autre bus se met vraiment hors du truc. Donc j'ai des problèmes de dos, je sais pas descendre par l'arrière. Tu vois, je m'avance vers l'avant. Le gars, il me dit... Mais d'abord, je lui dis, voilà, excusez-moi, j'ai mal au dos, gentiment, poliment. Est-ce que je peux descendre par dos parce que vous êtes mal garé? Le type dit, non, c'est par derrière. Oh. Alors je gueule, connard! Je la crache, je crache dessus, je fais tout, toi, je lui dis tout. Et là, il ouvre. Après, à la fin, je lui dis, c'est ça donc. Donc, on est obligé de vous crier dessus pour que vous réagissez. Donc, c'est une situation de réactance. C'est quelqu'un qui prend tes droits. C'est ton droit de descendre par devant parce que tu as un problème. Donc, la personne, il te refuse ce droit. Donc, tu exploses. Tu es en mode réactance. Ah oui, réagir. Merci pour ce partage. Ouais. C'est de l'art. Moi, j'utilise mon art comme ça parfois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Du coup, effectivement, ouais. Mais oui, ça c'est vrai, c'est une réflexion que je me suis déjà faite. C'est que parfois je me surprends à... Pas vraiment surprendre, mais je sais qu'effectivement, me dire que ouais, telle ou telle réaction, ça va procurer cet enchaînement-là et ça va m'arranger. Parce que la situation fait que, je sais pas, imaginons, j'ai pas rendu un travail ou parce que... Voilà, j'ai pas rendu un travail et du coup il faut que je trouve une excuse. Et telle ou telle réaction va du coup m'apporter l'excuse qu'il me faut, tu vois, pour pouvoir justement dire bah non en fait voilà, je l'ai pas fait. Donc ouais, effectivement c'est une certaine forme d'art de manipuler consciemment ou inconsciemment pour pouvoir... Ouais, quand tu fais du théâtre, t'es doué là-dedans. Parce que moi je me rends compte que le fait d'avoir fait du théâtre, maintenant simplement parce que j'ai appris le non-verbal, de comment le non-verbal tu te ressens des choses. Maintenant j'arrive à le lire parfois aussi chez certaines personnes quand ils font un truc l'autre jour, exemple concret, le jour où on s'est rencontrés, je suis allé voir une copine et en gros je lui demande tiens comment était Esperanza, et elle me disait ouais c'était pas mal, tu vois, avec l'épaule qui descend c'était pas mal, et je me dis waouh ton non-verbal il dit tout, et puis elle était là. Ouais, en fait, non, c'était chiant. T'as bien fait de pas venir. donc c'était marrant parce que là, pour le coup, pour le coup, je manipule pas vraiment. C'est plus, je l'utilise pour aider la communication et être sûr qu'on se comprend bien. Mais ouais, non, c'est clair qu'un des rôles de l'art aussi, ouais, c'est apprendre à fonctionner. Mais en tout cas, du théâtre, alors ouais, ça m'a aidé à faire ce genre de choses-là. Là où avant, je ne savais pas lire du tout. Voilà quoi. Mais... je pense qu'on peut, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement l'art il est omniprésent partout dans notre société. Et comme tu disais, effectivement, en fonction de comment on va s'en servir, ça va déterminer. Wow. Ça s'appelle un jean qui passe. un jean, un gros coup de vent. C'est ça. Oh, c'est ok. Intéressant. Intéressant. Esprit, es-tu là? Toc 3 fois. Il est venu participer. C'est Koutk qu'il vient, il participe. C'est lui. Voilà, c'est lui, c'est Koutk. Il est venu nous dire bonjour. Oui. Voilà. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à dire d'intéressant ou on clôture ou... Intéressant? Peut-être pas. Parce qu'on peut relancer plein de trucs. Mais je sais que des gens se plaignent que c'est parfois long et je n'ai aucune idée de combien de temps on a. 16h24. 2h30 quand même. Oui. Ouh là là là. On n'a pas commencé à 2h exactement parce que j'ai planifié. Bon, j'ai encore une histoire inutile. Attends.
parce que j'expérimente un peu avec différents formats, donc j'expérimente avec ça. Par contre, je vais mettre l'orgue. Donc l'autre jour, je marchais dans la rue, dans le centre de Bruxelles. T'avais un groupe de gens qui parlaient extrêmement... et t'avais un groupe de gens qui parlaient extrêmement fort, tu vois, c'est là... Et tu vois, ils se criaient dessus, tu vois, dans une langue que je ne connaissais pas. Et ils venaient dans ma direction, ils ont vu, ils ont foncé, quoi, tu vois. Donc j'ai pris peur, je me suis dit, mais putain, c'est quoi ces étrangers qui viennent m'agresser dans mon pays, quoi. Et donc il me montrait, tu vois, il avait un GSM, tu vois, et il me montrait l'Espagne sur son Google Maps, et il pointait, tu vois, tout le temps sur son téléphone, tu vois. Et il se criait, tu vois, tout le temps, en pointant, tu vois. Et moi j'étais là, mais qu'est-ce que vous voulez, comment je peux vous aider? Et j'avais peur, quoi, parce qu'ils avaient l'air d'avoir bu et tout, tu vois. Et ils voyaient que je comprenais rien à ce qui se passait. Et donc ils ont commencé à crier et tout le temps me pointer sur cette carte de l'Espagne, tu vois, sur Google Maps. Et à un moment, tu vois, ils ont dit Cerveza. Et moi je connais Cerveza, du morceau Dos Cervezas por favor, flamand. Et donc c'est des bières. Et donc j'ai compris, tu vois. Et donc je leur ai montré un paquet. Ah, Cerveza. Et ils m'ont dit non, machala. Et donc j'ai dit tiens, mais là il y a un bar, là vous pouvez voir des cervezas. Il me dit non, machala. Puis alors j'ai dit des noms de bières belges, j'ai dit non, machala. Il pointe toujours sur le téléphone. Et du coup j'ai commencé à crier en français, est-ce que quelqu'un parle espagnol? Finalement j'ai trouvé quelqu'un, il est venu et il a commencé à parler en espagnol avec eux, tu vois. Et puis à un moment il dit bon ok, tu leur guides, hein, c'est la deuxième à droite là-bas, et il est parti. Donc du coup ils étaient là, machala, tu vois, comme ça très du coup moi je vais avec eux. Tu connais vraiment pas l'espagnol, toi? Je connais vraiment pas l'espagnol. Et du coup je marche là-bas, quoi. Et puis je me suis dit ah tiens, en fait c'était un bar qu'ils cherchaient, c'était le bar Solone. Solone. J'ai rien compris. Barcelone. Oh. Ok. Oui. Alors moi il faut tout m'expliquer. Merci à vous d'être là. Merci. Nous écoutez. Merci de nous écouter. Bon, voilà. Voilà, merci, j'espère que vous avez kiffé. Ah ouais, c'était super intéressant, franchement. Putain, ouais, 2 heures. Ouais, comme quoi, garder des timings, pouf. Ouais. Ça, on a vraiment duré 2 heures? Bah, je crois, ouais. Ouais, 2 heures. Il est 4h30, quoi. Waouh. Ouais. C'était vraiment super intéressant, merci beaucoup. J'ai complètement oublié que j'avais apporté un texte. Oh, J'ai complètement oublié, c'est trop tard. Ah, c'est trop tard. Bon, une prochaine fois. Hein, Prochaine fois. Mais c'est pas grave, je vais le faire à vous un peu. un petit Ah extrait, ouais, comme ça. bah oui. C'était en rapport avec les tableaux et tout ça, en plus je savais pas qu'il y avait une... Vas-y, balance. La trahison des images. Vendu, pendu, vendu, vendu. T'as pas entendu? Un fondu dans le décor. Ça goûte, ça coûte et ça dégoûte. Mais vendu à 400 000 €. Pourquoi? Parce que c'est pendu sur un mur. L'image surréaliste d'un bout de caca noir aux veines rouges de sang écarlate. Ceci n'est pas un caca ordinaire. En plus, ça existe. Un coup de pinceau créatif contre un coup de plume subtil. Les deux se trompent dans un Minnesota. Vu le pantôme varié cartel du citron, limon, au blanc, cocaïne, si, patronne. Trahison du noir au rouge, ligne dégradée, libre de concurrence. La grume nuance, les écrits tracent l'imaginaire, le son éclabousse l'art, et les pervers crient j'aime des seins silhouettes, j'aime ces jambes, mais là, mis à nu, tordu mais génial, baisette tortue génial, dab.